Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette matinale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la transformation digitale de la supply chain. Après la crise sanitaire, de très nombreuses entreprises ont été amenées à réorganiser en profondeur leur flux logistique. L'accélération de la vente de produits en ligne a poussé les organisations à revoir leur pilotage de commandes, la gestion des stocks ou encore la livraison. À travers les témoignages d'experts venus partager avec nous leurs connaissances, leur expérience pratique et leurs perspectives du futur, nous verrons les processus mis en place par les entreprises pour digitaliser efficacement leur supply chain, mais également les moyens disponibles pour la sécuriser. Je vous rappelle que cette émission est interactive, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, nous les poserons directement à nos intervenants, qui répondront bien sûr le plus rapidement et le plus tôt possible. Pour débuter cette matinale, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sébastien Marie, partenaire chez Weston. On le retrouve tout de suite. Restez avec nous. Sébastien Marie, bonjour. Bonjour Thomas. Donc je le disais juste avant, vous êtes partenaire chez Weston. Allez, un mot sur Weston. Weston, on est un cabinet de conseil, près de 4000 consultants à travers le monde. On accompagne nos clients dans leur transformation qui s'accélère aujourd'hui avec la nécessité d'avoir cette transformation digitale évoquée, l'urgence environnementale et écologique, et aussi ce sentiment que dans le contexte économique actuel, la compétitivité est accrue. Donc on les accompagne vraiment sur un métier de conseil, pure player du conseil, on les aide à se transformer. Bon, et transformation, il y en a besoin dans un domaine qui, on sait, on a plein d'exemples autour de nous. Quand on parle d'entrepôt, de gestion du frais, j'ai un ami qui bosse lui dans les produits frais. Lorsque je lui demande ce qu'ils utilisent, il y a de la bonne vieille feuille de calcul, du fichier Excel ou d'autres solutions. Donc on est encore dans des systèmes qui sont très anciens. Comment est-ce qu'on fait entrer de la data alors qu'on a un peu des habitudes comme ça qui sont un peu... on va dire sclérosé. Alors, la situation récente a obligé à bouger. Il y avait déjà quand même un mouvement à éliminer la fiche papier, la fameuse fiche suiveuse qu'on trouve pour préparer des commandes, pour faire un prélèvement sur un stock. Donc cette fiche suiveuse qui est chère à nos opérateurs, on essayait depuis quelques années déjà de l'enlever. Effectivement. Vous essayez, c'est-à-dire que vous n'avez pas complètement réussi. On n'a pas encore complètement réussi dans tous les entrepôts. Après, il faut regarder les dimensions, si on reste sur la logique de l'entrepôt. Oui. Des entrepôts vraiment complexes qui gèrent beaucoup de e-commerce, ça a été nécessaire. La situation récente, la crise sanitaire, la nécessité d'accélérer le flux, des flux où il y avait une grande diversité de produits, des flux où il y a une grande personnalisation. On parlait de e-commerce tout à l'heure. Tous ces flux-là, on va reparler. Tous ces flux nécessitaient vraiment justement d'enlever cette fiche. C'était plus possible d'avoir ce fonctionnement. Donc il y a certains entrepôts où on a déjà cette logique de transformation, de mieux utiliser la donnée. Certains parlent déjà d'opérateurs augmentés, d'entrepôts augmentés. Alors on n'y est pas encore complètement. Il y a encore un gros travail à faire justement pour remettre la donnée. Alors pourquoi, peut-être qu'on pourrait se regarder, pourquoi c'est pas encore fait ? À mon avis, il y a trois raisons. Il y a aujourd'hui, la gouvernance autour de la bonne utilisation de la donnée n'est pas encore complètement au rendez-vous. Donc il y a un premier travail à faire autour de quelles données j'utilise, qui a le droit de la modifier, quel champ je peux modifier, de manière ensuite à ce qu'on ait un deuxième point qui est la qualité de la donnée. Est-ce que la donnée qui est disponible, que je mets à disposition du responsable de l'entrepôt, du responsable de l'usine, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce que je peux lui faire confiance? Une fois qu'on a ce deuxième point autour de la qualité, qui est encore un deuxième chantier assez majeur, il y a l'usage que je vais faire de la donnée. Est-ce que cette donnée, une fois que je lui fais confiance, est-ce que une fois que je suis sûr de qui l'a mis à jour, comment je l'utilise? Est-ce qu'en utilisant cette donnée, je peux demain planifier combien d'opérateurs il me faut sur l'entrepôt? Est-ce que je peux planifier combien de transporteurs il me faut envisager? Et donc, il y a tout cet enjeu, gouvernance, qualité et ensuite usage de la donnée qu'il faut bien remettre à plat avant de se dire la donnée rentre, on élimine la feuille Excel, on élimine la fiche suiveuse. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore... Dans certains cas, bien sûr, il faut regarder au cas par cas, mais dans certains entrepôts, cette réticence à tout de suite faire confiance au système. Donc la feuille Excel où je fais mon picking, je fais mon prélèvement, reste encore dans certains cas utilisée. Est-ce qu'il n'y a pas, d'abord, Sébastien, un vrai travail d'évangélisation à faire? Je pense à un exemple, on a reçu, il y avait dans
lors d'une émission qu'on a faite sur le Green IT, d'ailleurs, il y a 2 ans maintenant, il y avait une dame dans la salle avec laquelle j'ai pris le temps de parler, qui était responsable d'une entreprise de logistique. Et en gros, c'était la DSI d'une entreprise de logistique. Et donc, en gros, il y avait un double défi, c'est-à-dire qu'elle devait expliquer à ses patrons pourquoi l'informatique était un outil intéressant pour réduire l'empreinte carbone. Bon, ils font du transport, c'est un peu... Effectivement, ils ont peut-être un autre levier à activer, mais c'est une chose. Comment est-ce qu'aujourd'hui on explique à des gens, alors je prends l'exemple de la logistique, mais je pourrais en prendre un autre, je pourrais prendre celui du stockage, je pourrais prendre vraiment plein d'exemples du monde de la logistique. Comment est-ce qu'on explique à ces gens-là finalement qu'aujourd'hui, eh bien, une data, une donnée immatérielle va vous aider à mieux travailler? Comment est-ce qu'on évangélise des gens qui pendant des décennies ont eu l'habitude de travailler comme ça? Là, demain, vous arrivez, vous leur dites, voilà, vous avez de la donnée, vous pouvez avoir un centre de données proche de l'usine, voilà, vous parlez pas la même langue qu'eux. Quel effort d'évangélisation est-il nécessaire de faire avec ces gens-là pour justement faire en sorte qu'ils comprennent tout l'intérêt qu'ils peuvent tirer de ces données? Je pense que le contexte des 2 dernières années, je reviens là-dessus, le contexte a obligé de changer. On est vraiment dans cette situation où aujourd'hui, si on regarde les demandes clients, il est de plus en plus difficile de les prévoir. On a un souci de prévision, de planification. Les demandes clients sont parfois incertaines, ambiguës. Il y a de plus en plus de commandes, des commandes plus petites. Et donc, ce contexte fait qu'aujourd'hui, ils sont obligés, de fait de tout ce changement, ils sont obligés d'aller utiliser la donnée. Je ne peux plus garder dans ma tête le fait que oui, il y a telle commande à gérer pour demain. Donc, il y a cette volumétrie au niveau des commandes, cette complexification au niveau des commandes qui fait que... Elle oblige à basculer. Elle oblige. Elle contribue à faciliter sur cette évangélisation. Vous voyez bien qu'en restant sur de la feuille Excel, on ne va pas pouvoir s'en sortir et planifier comme il faut, anticiper. Deuxième élément, c'est le contexte. Aujourd'hui, on est dans une situation, on a connu la crise sanitaire, Covid, on est actuellement dans une situation de crise, de guerre, et qui crée des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, les responsables supply chain, les équipes supply chain sont en permanence obligés de piloter, de réagir, d'ajuster quelle commande je livre, quels composants j'ai, quels composants je n'ai pas. Et ça, le faire avec des outils de l'ancien temps, ça ne fonctionne plus. Donc, je dirais sur l'évangélisation, le contexte économique, géopolitique, le contexte des commandes clients qu'on veut toujours plus vite, qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus complexes, de plus en plus personnalisées, fait que, naturellement, l'opérateur lui-même vient dire comment on traite, comment on fait. Donc, le contexte contribue, ça c'est vraiment ma conviction, à faire prendre conscience qu'il y a besoin de se piloter différemment. Nos clients nous demandent du pilotage en temps réel. À quelle heure arrive mon colis? Quand vous commandez sur des sites en ligne, premier réflexe, délai de livraison, et je veux pouvoir suivre en temps réel mon colis. Donc cette demande client nécessite également de repenser la manière dont on pilote la supply chain pour aller vraiment jusqu'à parfois des logiques de pilotage en temps réel. Pendant au plus fort de la crise sanitaire, on a beaucoup parlé du dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est-à-dire qu'on arrive, on commande un produit, il arrive dans une plateforme de distribution, logistique, chez moi, quelque part dans le 92 par exemple, et puis après il doit être distribué, et ainsi de suite. Quel impact ça a eu justement cette nécessité de livrer au plus près, au plus tôt, et vous l'avez dit, de manière plus finement, des produits à des gens qui aujourd'hui, et c'est l'une des clés je crois, sont devenus plus impatients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va livrer quelque chose, d'ailleurs c'est le sens de produits proposés par plein de marques que je pourrais citer, qui proposent une livraison en 1 heure, par exemple. En 1 heure près de chez vous, peut-être demain en 20 minutes. Je crois que d'ailleurs en Chine, il y a j'ai plus le nom de l'entreprise en tête, qui propose en moins d'1 heure une livraison. Donc on est vraiment dans une course au temps. Quel impact a eu, j'aimerais bien vous entendre dessus, cette réflexion sur le dernier kilomètre et cette obligation, j'ai presque envie de dire, du dernier kilomètre vis-à-vis des opérateurs. Oui. On a vu depuis justement ces situations de crise beaucoup de réflexions émerger à nouveau autour de ce qu'on appelle le schéma directeur logistique, le terme anglais, le network design. Donc voilà mon maillage, voilà ma zone d'achalandise, voilà ce que je dois livrer dans telle région, comment je m'organise. Est-ce que j'ai mes plateformes au bon endroit ? Est-ce que j'ai une plateforme où je vais pouvoir faire de la consolidation et ensuite je vais éclater sur des plateformes un peu plus en proximité? Donc beaucoup de nos clients, c'est vraiment des cas concrets, on les a vus reposer cette question suite à cette nécessité de combiner une logique de
globalisation, donc des composants, des produits qui viennent de peu partout de la planète, et cette logique de localisation, il va falloir livrer le client plus proche, avec cet enjeu aussi, suite à la crise toujours, on va rester dessus, elle nous poursuit, cet enjeu de relocaliser. Donc on se dit que parfois on va devoir produire peut-être plus en local. Et donc tout ce changement a fait qu'aujourd'hui, les supply chains revisitent. Alors parfois la conclusion, ça va être nos entrepôts sont au bon endroit, notre maillage du dernier kilomètre est suffisant, et parfois ça va nécessiter de rajouter des plateformes avancées. Par exemple, ça va pouvoir nécessiter de rajouter des points de livraison où le client, plutôt que de le livrer chez lui, puisqu'on parlera probablement tout à l'heure de décarbonation, plutôt que de le livrer chez lui, je crée un point de consolidation. On a des points de relais, par exemple, qui existent, où je peux venir chercher en proximité. Est-ce que j'ai vraiment besoin de livrer Thomas chez lui dans le 92, si Thomas va dans un bureau à côté récupérer, ça peut fonctionner également. Mais ça reste plus pratique chez lui quand même. Ouais. ça reste quand même beaucoup plus pratique. Est-ce que ce modèle-là de maillage que vous avez décrit, c'est-à-dire plateforme logistique à distance plus petite plateforme, fonctionne encore aujourd'hui, sachant que, vous le disiez, on a des commandes de plus en plus petites. Là-dessus viennent s'ajouter, j'ajoute encore des exemples qu'on connaît, qu'on a tous en tête, la deuxième main, avec des produits qui viennent parfois, pas forcément de France d'ailleurs, des produits entre particuliers. Donc on a des acteurs, des opérateurs logistiques qui vont venir se glisser dans ce modèle-là pour permettre justement de la logistique et la distribution des produits dans un délai très court. À quel point aujourd'hui ce maillage que vous décriviez est-il adapté à la grande complexité qu'on observe aujourd'hui entre les différents types de commandes, des différents acteurs sur le terrain, et puis toujours la nécessité d'aller beaucoup plus vite? Si je me projette vraiment dans quelques années, aujourd'hui, je pense qu'il nous manque dans ce maillage deux choses. La première chose, c'est la capacité à mutualiser. On parle beaucoup de supply chain durable, de supply chain responsable, et la nécessité de mutualiser. Est-ce que je ne peux pas mettre en commun sur une plateforme des produits qui vont venir d'un fournisseur A et d'un fournisseur B, et on partage les mètres carrés, on partage les transports. Dans un premier temps, si on n'est pas concurrent, mais peut-être même si on est concurrent. Même si on est concurrent, pourquoi ne ferait pas voyager les deux palettes de lait de concurrents dans le même camion et je ne les stockerai pas sur la même plateforme. Donc ça, c'est le premier point, la mutualisation des moyens, tant logistique que transport. Et ensuite, il y a un deuxième sujet autour de ce maillage, je pense que vous l'évoquez un petit peu, c'est le retour. Aujourd'hui, on a pensé les supply chains, fournisseurs, usines, plateformes, clients. Sauf que dans la logique du retour, de la reverse logistique, de la seconde main, de la seconde vie, il va falloir créer cette boucle retour. Donc on ne s'arrête plus au client, la supply chain devient circulaire et il faut commencer à récupérer. Donc récupérer les produits usagés pour récupérer de la matière première et peut-être faire avec des matières premières qu'on récupère un nouveau produit neuf ou récupérer des produits usagés pour en faire des produits qui ont une seconde vie. Et donc cette boucle retour aujourd'hui est compliquée. Et donc, si je me projette, je disais, c'est le deuxième élément, je pense, qui manque, qui commence à se mettre en place. Il y a des secteurs qui sont un peu plus avancés que d'autres, des secteurs où on voit de la raréfaction de matières premières qui, du coup, se sont lancés dans cette récupération, d'autres un peu moins. Mais donc, c'est cette logique de comment je récupère sur un maillage qui, du coup, lui, c'est assez à l'envers. Là, donc, il faut que j'aille chez Thomas récupérer l'équipement électroménager, le téléphone, l'ordinateur, le mobilier, voilà, toute cette matière pour ensuite la reconsolider et la remonter à des industriels qui vont réutiliser, qui vont reconfigurer, reparamétrer pour donner une seconde. Donc cette boucle retour, deuxième point qui aujourd'hui commence, il y a la prise de conscience, mais ce circuit court pour récupérer n'est pas encore complètement existant sur tout le maillage du territoire. Sébastien, quels sont les cas d'usage très concrets de bouts de chaîne, justement, de supply chain qu'on peut digitaliser aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples, vraiment très concrètement, d'éléments logistiques qu'aujourd'hui on peut injecter de la data dedans, on en a parlé, on peut le dématérialiser? Un exemple ou deux pour qu'on comprenne un peu à quoi très concrètement ça fait référence. Alors, chez Vesson, on a mené un baromètre Industrie 4.0 qui permet de voir justement quelles sont les technologies les plus utilisées, celles qui apportent vraiment un retour sur investissement. Si je vais pour te répondre à la question, deux exemples concrets qui ressortent de ce baromètre, on voit que les solutions autour de la traçabilité
Donc les technologies autour de la traçabilité, l'Internet des objets. Autre que la blockchain, par exemple. Autre que la blockchain, on pourra en reparler. La traçabilité, comment je donne cette traçabilité, je prends un exemple dans l'agroalimentaire, du producteur jusqu'à l'assiette, dans votre assiette, les composants qui ont été utilisés viennent de telle zone agricole, de tel agriculteur, de telle ferme. Donc, on peut utiliser pour ce faire des solutions autour de l'IoT. Et donc, l'IoT va permettre d'assurer cette traçabilité bout en bout. Exigence client, exigence consommateur, et de plus en plus, on l'a vu avec les lois Egalim qui visent à regarder justement toute la chaîne de valeur agroalimentaire, exigence également réglementaire. Donc, exemple concret, l'IoT, l'utilisation de l'IoT, la RFID, il y a un grand retailer qui l'utilise beaucoup, pour ne pas le citer, jusqu'en caisse, qui est utilisé pour pouvoir regarder les produits que vous avez achetés et faciliter les encaissements. Donc, exemple concret, premièrement, moi j'y crois, cette logique de traçabilité autour de l'IoT, autour de technologies qui sont peut-être même plus anciennes, la RFID. Deuxième exemple qu'on voit aussi vraiment dans le top des catégories utilisées, c'est tout ce qui va tourner autour de la mécanisation et de la robotisation. On parlait tout à l'heure des entrepôts. Au niveau des entrepôts, avec l'essor du e-commerce, avec aujourd'hui, post-Covid, parfois on se déplace, on commande beaucoup en ligne. Il y a de plus en plus de commandes à gérer, il faut aller plus vite. Donc pour gagner en vitesse dans des entrepôts qui sont parfois assez gigantesques, on parle de 80 000, 100 000 mètres carrés dans certains cas, pour gagner en vitesse, la mécanisation, le fait d'avoir des robots dans les entrepôts qui aident l'opérateur à préparer une commande, qui aident l'opérateur à faire du prélèvement, permet aussi de réduire la pénibilité, permet aussi de réduire les risques au niveau de ces entrepôts, réduire les risques d'erreur, absorber du volume, parce qu'avec uniquement des processus manuels, ce ne sont pas des volumes qu'on aurait pu passer, expédier des dizaines de milliers de colis à la journée. Avec les robots, ça devient possible. En automatisant, intégrant des robots avec des tâches particulières. Exactement, voilà. Qui réduit les tâches à non-valeur ajoutée pour l'opérateur, qui permet vraiment à l'opérateur de se concentrer sur la mise en bac, la mise en carton, la préparation des commandes. Donc ça donne aussi une autre facette du travail de l'opérateur en entrepôt, le fait d'avoir ces solutions mécanisées. Donc, on pourrait en citer d'autres probablement, mais vraiment cette traçabilité avec l'IoT, le premier volet, la mécanisation, la robotisation. J'aime bien aussi parler, quand on parle d'automatisation, là on parle d'automatisation des flux physiques, il y a aussi l'automatisation des flux d'informations. On en parle peu, mais ce qu'on appelle la RPA, le Robotic Process Automation, permet aussi de fluidifier des échanges, permet aussi de réduire des erreurs. Il faut préparer une facture, il faut compléter une commande avec le champ adresse qui va bien. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui rentre à la main, on automatise. Et là, il y a des grands gains de productivité. Moi, j'ai vu des cas concrets avec quasiment 80% de gains de productivité, puisque au lieu de faire X copier-coller, de contrôler, là, j'ai un robot qui le fait à ma place. Je réduis les erreurs, et ce qui permet à la personne qui est chargée de commande, par exemple, de se concentrer sur, plutôt qu'un copier-coller, des tâches où elle a vraiment de la valeur ajoutée. Donc la RPA, quand on parle automatisation, pensons robotisation du flux physique, mais aussi robotisation du process, du flux d'information. Quel est le rôle de l'ERP dans tout cela ? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de transformation aussi globale que celle que vous venez d'évoquer, est-ce que la transformation de l'ERP n'est-elle pas un prérequis ? C'est le prérequis. Le système d'information historique, souvent le legacy, qui existe encore, n'est pas forcément à même de supporter le mouvement vers l'industrie 4.0, 5.0, la supply chain 4.0. Donc on voit, toujours dans cette étude qu'on a pu mener, aujourd'hui, 30% des acteurs de la supply chain se disent devoir faire évoluer leur système d'information avant de pouvoir digitaliser. Donc avant de penser RPA, avant de penser IoT, si j'ai pas les bonnes fondations de la maison, donc c'est quoi ? C'est l'ERP. Si j'ai pas l'ERP, le WMS, le Warehouse Management System, donc le système qui va me permettre de faire fonctionner mon entrepôt. Si j'ai pas ces bases-là, il est difficile de penser digitalisation. Donc il y a effectivement
gros travail et qui est en cours, qui a commencé depuis quelques années, mais un gros travail de refonte des ERP de manière à ce qu'on passe dans des logiques d'ERP qui permettent de supporter cette transformation, qui permettent d'aller sur des systèmes d'information qui soient plus ouverts, plus intégrés, plus connectés, qui soient dans le cloud, qui utilisent des logiques d'API notamment, puisqu'on a besoin de partager cette donnée. Dernier point, sur le système d'information de la supply chain est très complexe. Il est interconnecté, il est intégré. Je dois pouvoir discuter avec la douane, je dois pouvoir discuter avec mon 3PL, celui qui va opérer mon entrepôt, je dois pouvoir discuter avec mes fournisseurs et rendre de l'information sur un portail client à mon client. Donc, je pense qu'au niveau de l'entreprise, c'est un des systèmes d'information les plus complexes puisqu'on va y retrouver différents logiciels. Et l'ERP est au cœur de ce réacteur. Donc, on a besoin de bons moteurs pour pouvoir permettre d'avoir ce système d'information avant de digitaliser. Une dernière question, Sébastien, pour finir cette discussion introductive. En matière de sécurité, aujourd'hui, on sait que beaucoup d'entrepôts, en tout cas beaucoup d'entreprises avec de très gros entrepôts, ont commencé un travail important en matière de sécurisation de la donnée. Comment est-ce qu'on renforce justement cette chaîne logistique? Comment est-ce que justement on évite de faire en sorte qu'elle devienne en fait un talon d'Achille? On en parlera avec un de nos invités un peu plus tard, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, commencer à nous éclairer sur ce sujet-là? Alors, la supply chain, de par ce qu'on vient de se dire sur son système d'information, elle est vulnérable. Et la question, c'est pas de se dire est-ce que je vais me faire attaquer, c'est quand est-ce que je vais me faire attaquer. Donc comment on se prépare? Et il y a encore une prise de conscience insuffisante, je pense, au niveau de la supply chain, sur ce qui peut être fait, ce qui doit être fait pour sécuriser, pour anticiper. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans les actions qu'on mène et qu'on voit? C'est un travail qui doit être fait conjointement avec les services informatiques, le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui ont l'habitude d'avoir ce type de questions. Donc, mais il faut pouvoir connaître ces risques. Et les risques, c'est le responsable supply chain, les équipes supply chain qui les connaissent. Il faut pouvoir connaître les acteurs qui interviennent sur mon flux, sur ma chaîne de valeur. Et ça, c'est les équipes supply chain. Donc, le RSSI ne peut pas le faire seul. Il doit le faire avec les équipes supply chain. Donc, comment on fait pour répondre à la question? On identifie les acteurs. Et il y a une multiplicité d'acteurs sur une supply chain, avec les N rangs de fournisseurs, les différents prestataires, jusqu'au chauffeur qui va vous livrer chez vous. Donc, il faut pouvoir intégrer l'ensemble de ces acteurs, les cartographier, identifier les risques. Donc, savoir quelles sont les failles sur ma chaîne de valeur de bout en bout, où sont les failles. Donc, on identifie les acteurs, on identifie les risques. Et là, les RSSI, les services informatiques ont des méthodes qui permettent de prioriser, de faire des cartographies des risques et de construire ce qu'on appelle des plans de continuité d'activité. Je suis attaqué, comment je maintiens un service, et des plans de reprise d'activité. Je suis attaqué, comment je redémarre une situation nominale. Donc, moi, il y a un premier enjeu, c'est avoir ce travail conjoint entre ces deux services pour faciliter la prise de conscience et se préparer. Ça ne suffira pas, puisqu'on voit bien que le jour où ça arrive, les cellules de crise se montent, mais il faut faire des exercices de crise, il faut se préparer de manière à ce que ce soit plus fluide le jour où ça intervient, parce que la question, c'est, comme j'ai dit, ça va venir. Donc, comment on fait le jour où ça arrive pour être prêt? Merci beaucoup, Sébastien, pour cette très riche et très intéressante discussion introductive. Restez avec nous, puisqu'on va vous retrouver juste après pour la table ronde. Je vous propose, pour suivre cette émission, un entretien qui a été enregistré quelques jours avant avec Lucas Gorichon, dont vous aurez le détail tout de suite, qui travaille chez EasyPeasy. Et durant cette interview, Lucas Gorichon va expliquer comment, justement, ce spécialiste de la fabrication de lunettes a fait évoluer sa supply chain. A tout de suite après la vidéo. Lucas Gorichon, bonjour. Bonjour Thomas, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Lucas, vous êtes Head of Supply Chain et Data chez EasyPeasy. Est-ce que vous pouvez justement nous parler d'EasyPeasy et nous parler de cette entreprise que peut-être comme moi, vous connaissez pas forcément, en tout cas ceux qui nous écoutent, vous connaissez pas forcément. Avec plaisir Thomas. Donc EasyPeasy, c'est une entreprise qui a été fondée maintenant il y a une dizaine d'années par 3 fondateurs qui sont lyonnais et c'est l'histoire, c'est une belle histoire, une belle success story maintenant qui dure depuis 10 ans. C'est une histoire d'une entreprise de lunettes, de fabrication de lunettes et distribution
un peu partout à l'international. Ce sont des lunettes qui sont à destination de toute la famille, et des enfants, et des parents, et des plus anciens, à travers des lunettes de Presbytie pour la lecture de près. Et donc, cette entreprise est distribuée à travers 3 canaux, un peu partout à l'international. On a un canal wholesale, grâce à des distributeurs et des agents qui sont présents un petit peu partout à l'international. Grâce à un second canal qui est notre propre réseau de distribution en retail, avec nos propres boutiques qui sont situées sur Paris, Lyon, Nice, mais également à l'étranger avec Bruxelles et Londres. Et un dernier canal qui est un canal e-commerce, donc avec un beau site internet sur lequel vous pouvez aller, www.easypeasy.com, sur lequel vous avez la possibilité de voir l'intégralité de nos modèles qui sont distribués. Alors juste une précision, Lucas, vous l'avez dit en passant, mais Easy Peasy n'est pas forcément un concurrent des grands lunetiers qu'on connaît, qui sont les grands noms, les Afflelou, les Atoll, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer sur quel segment vous vous trouvez ? Non, exactement. On est une entreprise en fait qui a vocation à donner et à offrir à tous en fait des lunettes de Presbytie qui sont accessibles avec un prix qui reste très attractif. Et donc à la différence des grands lunetiers qu'on peut avoir sur le marché, qui ont la possibilité de faire des lunettes à sa vue, donc avec une prescription médicale, nous Easy Peasy on fonctionne sans prescription médicale et on vend aujourd'hui des lunettes solaires, des lunettes pour le sport, des lunettes pour les enfants, des lunettes pour la protection des écrans bleus et aussi des lunettes de Presbytie pour les personnes qui souhaitent avoir une meilleure vue de près. Et donc ces lunettes, on a choisi des réseaux de distribution qui sont assez spécialisés, notamment des petits opticiens avec lesquels on travaille depuis plusieurs années, mais également des distributeurs et notre site internet qui permet la distribution un peu partout. Distribution, c'est presque, j'ai envie de dire, une transition facile que vous m'offrez, Lucas, parce qu'on va parler bien sûr de distribution et des chaînes logistiques. Vous avez, à l'instar d'un très grand nombre d'entreprises, optimisé votre chaîne logistique il y a maintenant quelques mois. Quelle était votre situation de départ et pourquoi est-ce que vous avez eu le besoin justement d'améliorer votre chaîne logistique ? C'est une très bonne question, Thomas. Merci beaucoup. On partait d'une situation dans laquelle en fait on n'était pas satisfait à la fois à travers des taux d'aérien et de maritime sur nos imports de lunettes depuis nos fournisseurs qui étaient assez importants. On avait des taux d'aérien qui étaient importants. On avait des stocks qui n'étaient pas forcément cohérents avec les ventes qu'on effectuait. Et tout ça, en fait, ça venait aussi impacter notre bilan carbone. Et on a aujourd'hui des objectifs et une forte ambition sur la réduction de notre bilan carbone chez Easy Peasy. Et donc, à la fois sur des éléments qui sont financiers avec un maintien des stocks qui est important, mais aussi sur des coûts supplémentaires, puisque les coûts d'import en aérien nous coûtaient extrêmement cher, mais aussi pour la satisfaction de nos clients et d'avoir le bon stock au bon moment présent pour notre client final. Et enfin, pour le bilan carbone, on a dû retravailler nos modèles chez Easy Peasy. Et donc, on a retravaillé nos modèles sur plusieurs aspects. On a tout d'abord travaillé sur un aspect qui était un aspect de travail sur la prévision, la forecast. Et pour ça, on a mis en place chez Easy Peasy un nouveau processus SNOP, Sales and Operation Planning, qui nous a permis de travailler plus en lien avec les équipes commerciales. Donc de travailler et de notre côté sur une forecast qui est mathématique, historique, en fonction de ce qui se passait et ce qu'on constatait sur chacune de nos références de vente. Travailler aussi en lien avec nos équipes commerciales pour avoir plus de remontées terrain sur ce qui se passait concrètement sur les marchés et mettre en lien cette prévision statistique historique avec cette prévision commerciale à travers un consensus meeting qu'on vient effectuer tous les mois chez Easy Peasy et qui nous a permis de regagner en forecast accuracy, donc en fiabilité sur nos données de prévision, qui est une donnée qui est extrêmement importante en supply chain et qui est la donnée entrante sur toute la supply chain, et de regagner plusieurs points. On a gagné un peu plus de 12 points sur notre forecast accuracy depuis qu'on a effectué ces transformations au sein d'Easy Peasy. Et pour ça, c'est vrai qu'on s'est appuyé à la fois sur des process, mais on s'est aussi appuyé sur des outils. Ça a été important. Et donc on a mené un appel d'offres à un moment donné pour avoir un APS,
Advanced Planning System, qui nous a permis de sélectionner un intégrateur qui s'appelle Colibri, et Colibri nous a permis de travailler à la fois sur des notions de consensus, donc faire travailler l'ensemble des équipes commerciales, mais aussi sur une forecast mathématique de notre côté, et d'avoir un consensus meeting qui nous permet de prendre une décision mensuelle sur nos achats. Donc on a eu ce premier volet qui a été important pour nous, qui a été un volet sur la prévision et la fiabilité de la donnée. Et enfin, on a eu un second volet qui a été le travail sur nos stocks de sécurité. Donc là, on a retravaillé, on a remis un petit peu d'intelligence sur la gestion de nos stocks de sécurité. Tout ça dans le but d'effectuer moins d'aérien sur nos imports depuis l'Asie. Pourquoi ? Parce que le transport aérien est en général un transport qui sert à compenser soit une mauvaise forecast accuracy, soit un manque de stock de sécurité à un moment donné sur nos SKU. Et donc, dans cette optique-là, on a souhaité retravailler, redonner un petit peu plus d'intelligence dans nos algorithmes de stock de sécurité pour améliorer nos imports et éviter un maximum de transport en aérien. Et aujourd'hui, on est fiers d'afficher maintenant depuis 2019 une belle réduction sur nos transports aériens, puisqu'on est passé depuis à une part d'importation en aérien d'un peu plus de 40% de nos imports à moins de 3% cette année. Donc, on a fait une réduction considérable et avec un impact très significatif sur notre bilan carbone, puisqu'on a bientôt économisé, on aura économisé en 2023 50% de carbone par paire de lunettes depuis l'année 2019. 50% par paire de lunettes, c'est vraiment remarquable. Quelle problématique vous avez rencontrée lorsque vous avez dû travailler avec votre intégrateur pour installer une nouvelle solution, sachant que vous ne partiez pas de zéro? Là, on parle d'une entreprise, vous le disiez, vous êtes présent à Lyon, à Paris, il y a même une expansion aux États-Unis, on pourra peut-être en dire deux mots peut-être en conclusion de cette interview. Comment est-ce que vous avez intégré ces nouveaux outils à ce que vous utilisiez déjà auparavant, et comment est-ce que vous avez réussi à éviter les frictions qu'il peut y avoir lorsqu'on intègre du nouveau à des outils qu'on utilise déjà et qui constituent finalement notre legacy? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'un des outils principaux dans la gestion de la supply chain chez EasyPeasy auparavant, c'était, on va pas se le cacher, c'est Excel. C'est l'outil principal de pas mal d'entreprises aujourd'hui. Dans toutes les entreprises en France. Exactement. Et donc, évidemment, notre outil d'aide principal, c'était Excel. Alors, Excel, c'est un super outil, c'est un outil qu'on adore. La problématique, on connaît bien aussi les limites d'Excel, à la fois en termes de volume de gestion de données, à la fois en termes de calcul. Et donc, on avait nous, pour ambition de travailler avec un peu plus d'intégration avec les autres métiers. Ça demandait beaucoup plus de lourdeur, beaucoup plus de process. Donc, on a d'abord, dans un premier temps, travaillé les process chez EasyPeasy, voir comment on pouvait mettre en place ce processus SNOP dans lequel on pouvait faire collaborer des équipes commerciales avec les équipes supply chain. Alors, il faut onboarder les équipes commerciales et faire comprendre aussi qu'il y a un double intérêt. En fait, il y a un intérêt commun entre les équipes opérationnelles de la supply chain et les équipes commerciales, qui est de générer un maximum de chiffre d'affaires à un instant donné et de pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Et pour ça, en fait, on a collaboré ensemble pour obtenir une meilleure fiabilité de la forecast. Et donc, les équipes commerciales ont vite compris que en collaborant et en nous donnant en fait leur vision terrain sur ce qui allait se passer sur chacun de leurs marchés, elles apportaient une information substantielle qui était importante à la supply chain et qui nous permettait nous d'évoluer et de pouvoir approvisionner les bonnes quantités au bon moment pour ces équipes commerciales. Donc ça a été un travail qui était gagnant-gagnant. On dit souvent que le premier métier des équipes sales, c'est pas de faire de la forecast, c'est de vendre. Et en fait, on a vite compris ensemble que pour vendre et pour vendre les bonnes quantités, il fallait aussi qu'on travaille, qu'on collabore ensemble à avoir une meilleure forecast. Et là, on a eu des équipes qui ont été extrêmement collaboratives, qui ont vraiment joué le jeu et qui nous ont permis, nous, de gagner un peu plus en maturité sur cette partie process. Une fois que le process était installé, on a vite vu les limites que pouvait avoir Excel au sein de ce process, et c'est pour ça qu'on a pris le parti pris de faire un appel d'offres
on avait déjà dessiné notre process qui était assez clair, et donc on avait dressé au sein de cet appel d'offres le process qu'on souhaitait avoir. Et donc, on a eu plusieurs entreprises en face, plusieurs APS qui sont présentés, et celui qui arrivait à répondre au mieux à notre besoin, en fait, qui arrivait à répondre à la fois à notre besoin d'avoir une forecast mathématique, historique dans un outil, mais aussi d'avoir un outil qui soit collaboratif avec des équipes commerciales, et que chacun puisse puisse rentrer sa prévision au sein de l'outil, c'était cet outil qui était Colibri. Et donc on a fait ce choix-là. Donc il y a eu le travail de basculer sur un nouvel outil ensuite derrière, qui a été un vrai projet au sein d'EasyPeasy, qui a pris plusieurs mois. À la fois un projet sur les interfaces, puisque Colibri vient se nourrir de nombreux éléments qui viennent de notre ERP et qui vient aussi de nos outils web, nos outils terrain aussi, POS magasin. Et donc Colibri vient se nourrir de toutes ces informations-là. Donc il y a un gros travail d'interfaçage et ensuite un travail de rendu de la donnée pour pouvoir et d'accompagnement aussi, d'accompagnement des équipes commerciales aussi, d'onboarding des équipes commerciales dans l'outil, qui a été important. Donc ça a été sur les premiers mois un accompagnement qui s'est fait entre l'équipe supply, aussi les équipes de Colibri qui ont pu intervenir et nous aider, nous débloquer parfois. Mais l'accompagnement au changement s'est bien passé puisque on avait toujours cette idée en commun qui était de faire collaborer les équipes dans ce même but qui était d'avoir une meilleure fiabilité de la prévision des ventes. Et ça a plutôt très bien marché chez EasyPeasy. Donc aujourd'hui, on est assez fiers du résultat que ça a pu produire. Lucas, j'aimerais qu'on termine cet entretien par votre actualité internationale, plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez ouvrir un nouvel entrepôt aux États-Unis, un pays où vous êtes présent depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Merci Thomas. C'est vrai que c'est un changement majeur pour nous. C'est à la fois un changement sur la partie bilan carbone parce qu'on veut se rapprocher de nos consommateurs et particulièrement nos consommateurs américains. On a une croissance qui est assez forte sur le territoire américain. On a l'ambition aussi de pouvoir distribuer nos paires de lunettes et toujours de façon très accessible dans un pays sur lequel on sait il y a des défauts sur la sécurité sociale et on veut garder ce parti pris sur l'accessibilité. Et donc on veut être plus proche de nos consommateurs en ayant cet entrepôt sur place qui va être situé dans la zone de Chicago et donc qui sera opérationnel dès le mois prochain pour aller distribuer l'intégralité de nos clients américains. Vous et EasyPeasy ne perdez absolument pas une seconde. Merci beaucoup Lucas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous Thomas. Au revoir. Nous sommes donc de retour sur le plateau. J'espère que vous avez, comme nous tous, trouvé vraiment l'intérêt à suivre cette interview qui est très intéressante et on va en parler avec nos invités. On est toujours avec vous. Sébastien, je rappelle, vous êtes partenaire chez Wavestone. Nous venons d'être rejoints par Adrien Lillo. Adrien, bonjour. Bonjour. Alors Adrien, vous êtes RSSI chez Sonepar France. Allez, un mot sur Sonepar. Sonepar est une société familiale qui fait de la distribution de matériel électrique pour l'ensemble du monde. C'est une société qui affiche 32 milliards de chiffre d'affaires sur le monde, dont un peu moins de 3 milliards sur la France, avec une présence en France de à peu près 470 agences sur le marché français. Nous sommes également avec Stéphane Adinger. Stéphane, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur de la technologie chez AWS France. Allez, un petit mot sur AWS. Bien sûr. Alors AWS, Amazon Web Services, c'est la division cloud du groupe Amazon. Alors c'est complètement séparé d'Amazon.com, notre grand cousin dans le e-commerce, qui d'ailleurs est un client comme un autre. Mais ce sera aussi l'occasion aujourd'hui, je pense, d'en parler parce que ce grand cousin partage quand même un certain nombre de technologies qui ont été éprouvées dans la partie Amazon.com et c'est une nouvelle opportunité pour l'ensemble des clients aujourd'hui. Et nous sommes également avec Stéphane Andrieux. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, vous êtes directeur digital et core business chez Colas. Qui est Colas ? Colas, on fait des routes, travaux publics. On est présent en France et à l'international. 40% en France, le reste à l'international, avec une grande activité en Amérique du Nord. Les routes, c'est effectivement les travaux publics, mais c'est aussi des carrières, c'est aussi beaucoup d'enrobés. Donc beaucoup de flux. De l'enrobé, pardon. De l'enrobé, alors c'est du mélange, du bitume avec des cailloux, et c'est ce qu'on met sur la route. D'accord. Et on met plus de goudron. D'accord, de l'enrobé. C'est important. C'est ça, c'est important à savoir. J'aimerais qu'on commence cette discussion par une question pour vous, Sébastien. On a entendu un témoignage
Il y a eu énormément de choses qui ont été dites. Alors, pour EasyPeasy, le besoin, c'était d'améliorer donc sa capacité à prévoir ses stocks, améliorer sa gestion des stocks de manière générale, et puis également fluidifier l'interfaçage entre la nouvelle solution et l'ERP déjà existant et toute la myriade d'outils qu'ils utilisaient. Là, on est vraiment quasiment sur un bon élève. Est-ce que les clients ou les prospects avec lesquels vous parlez aujourd'hui sont dans ce cas-là? Est-ce qu'on retrouve finalement peu ou prou les mêmes éléments ou au moins les mêmes réflexions? Oui, on retrouve cette logique de dire, avec l'ERP seulement, je ne vais pas pouvoir aller sur ce qu'il a qualifié d'Advanced Planning System, donc faire une planification avancée de mes commandes, prévoir, faire cette réconciliation entre ma capacité, mon stock, ma capacité de production et les besoins du marché, les commerciaux. Donc on voit effectivement de plus en plus de sollicitations, réflexions autour de solutions que je vais pouvoir rajouter, de processus aussi, puisqu'il n'y a pas que de la solution, des processus que je vais pouvoir aussi rajouter pour pouvoir mieux gérer mon stock, mieux planifier, mieux prévoir. On a parlé de forecast accuracy, un indicateur cher à la supply chain. Mon taux de prévision, j'avais dit que j'allais faire 100, j'ai fait 98, je suis à 98% bon. Et le but, c'est de se rapprocher vraiment d'une prévision qui soit bonne. Stéphane Andrieux, à quoi ressemble votre supply chain? On a eu un premier exemple. À quoi ressemble la vôtre, finalement, quand on parle de supply chain? Alors, chez Colas, notre activité, c'est faire des chantiers sur la route. On n'a pas de stock sur les chantiers. Donc, on a vraiment une gestion de supply chain en temps réel. Et qui plus est, j'ai parlé tout à l'heure du bitume. Le bitume, il faut qu'il arrive sur le chantier chaud. Donc, on est sur une image d'une pizza qui doit arriver chaud. Sinon, on ne peut pas l'étaler. Donc, on a du temps réel, du last minute, avec des chantiers qui ne sont jamais au même endroit. Et donc, des contraintes qui sont changeantes avec beaucoup d'aléas. Il pleut, il y a des incidents sur la route, tout change à la dernière minute. Donc, on est sur un outil où on a beaucoup traité de la prévision autant que possible, mais après, on traite surtout le dernier, la journée d'exploitation. Où est-ce qu'on en est, où est-ce que l'avancement des plannings et comment on traite ça. C'est vraiment ce qui est important pour nous, c'est traiter les aléas avec les outils numériques pour aider l'exploitant à faire en sorte que sa journée se passe au mieux avec tout ce qu'il peut vivre dans la journée. Mais il y a des choses, vous le disiez, que vous ne pouvez absolument pas prévoir. Vous arrivez sur la 86, par exemple, vous avez un énorme bouchon de 2 heures, votre goudron doit arriver chaud, c'est pas possible. Donc ça veut dire que comment les outils, justement, vont vous permettre, les outils digitaux vont vous permettre, justement, d'absorber, disons, la difficulté causée par un bouchon inopiné ou même pire, par un accident. Ce qu'on a fait avec l'approche supply chain qu'on a eue, c'est qu'on a mutualisé et on a créé de nouveaux métiers chez Colas, qui sont des gens qui sont dédiés à la logistique. Et les outils ont permis de capter les besoins de tout le monde. On a 500 établissements en France. Donc les établissements, c'est des agences, c'est des carrières, c'est des postes d'enrobés. Et il y a beaucoup de flux qui circulent entre toutes ces entités-là. Et avant, chacun était responsable de sa logistique. Donc on a embauché des gens et c'est devenu un vrai métier chez Colas. Donc ça a changé beaucoup les processus, ça a changé beaucoup aussi notre informatique. Et eux, ils pilotent un ensemble dans une zone dédiée dont ils ont la responsabilité. Wow. Et en faisant ça, ils savent soit dérouter des flux moins importants, soit ils préparent des spares de camions qui peuvent traiter l'urgence si urgence il y a. D'accord. Donc vraiment de la prévision. Voilà. C'est comme ça qu'on sécurise au mieux la journée d'exploitation. D'accord. Et pour y arriver, vous avez eu besoin, juste pour revenir un moment sur les outils, vous avez eu besoin de tout casser, d'ajouter des outils. Comment est-ce que vous avez justement intégré les nouveaux outils et les processus à ce que vous utilisiez déjà avant? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, Sébastien a parlé de legacy. Ce qui est une opportunité dans les TP, c'est qu'on est un métier peu avancé dans le digital. Donc, ce qu'on construit, on n'a pas besoin de déconstruire autre chose. Ça nous permet parfois d'aller tout de suite à la cible, et c'est souvent des raccourcis qui sont bien. Donc, on n'a rien cassé, à part les fichiers Excel. Oui, ça, on est allé les chercher. Et ce sur quoi on a travaillé, donc on n'a pas travaillé sur notre système ERP, parce que c'est trop contraignant. On a besoin d'avoir des solutions qui sont... Alors, on a construit une stratégie très tôt sur de l'API, et avec des systèmes ouverts, des systèmes qui communiquent tous avec un entrepôt de données qui est
qui permet à tous les systèmes de communiquer sur les mêmes typologies de données. Et donc, on a développé une solution en interne. On n'a pas pris une solution de marché parce que le métier du TP et de la logistique des TP est quand même très spécifique. Donc, on a regardé les TMS, les Transport Management System du marché, ça répondait pas... Sur l'étagère, ça ne répondait pas à vos besoins. Et grâce à notre Digital Factory, on a pu construire l'outil en même temps qu'on a inventé le métier de logisticien chez Colas. Ça, c'était super important. On a mis 2 ans à le construire. 2 ans avec des cycles itératifs de 2 semaines de développement. Mais ce qu'on avait imaginé, à la fin, l'outil qu'on a mis en place, c'est 50% ce qu'on avait imaginé, 50% c'est parce qu'on a découvert au fur et à mesure où était la valeur et où est-ce qu'on avait des idées qui finalement ne fonctionnaient pas du tout. Et donc aujourd'hui, on a cet outil qui fonctionne. On a 150 logisticiens, on a 26 zones logistiques en France. On est à 3/4 du déploiement. Et ça a beaucoup, beaucoup changé toute la philosophie de la manière dont on traite cette activité-là. Alors, on n'est pas encore sur l'exploitation de la donnée. On n'en a pas assez. Alors, on commence à avoir de la donnée structurée. On pilote un peu les coûts, on pilote les impacts environnementaux, on pilote la sécurité, mais on n'est pas encore à travailler sur des modèles de prévision de notre activité logistique. D'accord. J'avais prévu, j'ai une question là qui arrive sur le chat. Je voulais la poser plus tard, mais vu qu'elle est là, on va la poser. Là, je me tourne vers vous, Stéphane Hadinger. Quel est le pourcentage d'usage du cloud pour le SI Supply Chain ? Ah, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Quel dommage. J'imagine qu'il y a des cabinets d'analystes qui se penchent sur ce point-là. Mais non. Joker. Voilà, Joker. Excellente question, mais non, je n'ai pas la réponse. Non, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les solutions, on a parlé de TMS, Transport Management System, on va parler aussi de solutions autour d'APS, Advanced Planning System. De plus en plus d'éditeurs autour de cette solution offraient les 2 versions, le cloud on-premise, et on voit que de plus en plus, certains commencent à dire, moi je n'ai qu'une seule solution, c'est la solution cloud. Donc, ce mouvement se fait de par la proposition des éditeurs, et c'est des solutions qui fonctionnent dans des logiques cloud. Donc, le mouvement par l'offre se fait. Alors, si on est sur du TMS legacy, on va peut-être rester avec ces solutions on-premise. Mais l'offre est en train de bouger vers des offres qui sont plutôt dans cloud, dans SaaS. D'accord, c'est vraiment une tendance, de fond. D'accord. On a, et je me retourne vers vous, Stéphane, encore une fois, Stéphane Hadinger, on a des beaux exemples. On a Colas qui explique effectivement qu'ils ne sont pas encore au niveau où ils utilisent massivement la donnée, mais on sent aussi que vous allez y arriver, vous allez y venir, parce que les nouveaux métiers que vous avez créés vont vous emmener très certainement dans cette direction. On a, je le disais un tout petit peu plus tôt avec Sébastien, la démultiplication du nombre de commandes en ligne. Comment, de votre côté, avec les outils qui sont les vôtres, comment aidez-vous les entreprises justement à faire face à ce nouvel afflux de données et à basculer la logistique dans ce que j'ai presque envie d'appeler une nouvelle ère? Oui, on retrouve finalement ces 2 grands mots-clés que sont le volume de données. Alors ça peut être en nombre de références. Il y a un chiffre intéressant, si je prends là encore notre grand cousin Amazon.com, c'est 300 millions de références. Donc c'est évident que ça ne rentre pas dans la feuille Excel. Mais c'est aussi et surtout tout ce qui va venir de la supply chain. Je pense à du suivi temps réel des camions, on en a parlé. On avait un témoignage de Steph lors du... Donc STEF, lors du Paris Summit avec les jumeaux numériques des entrepôts, suivi temps réel des camions et surtout surveillance de la chaîne de froid. Donc ce sont aussi des nouvelles sources de données, donc ça fait du volume, donc ça c'est le volume, et le temps réel. Alors, là aussi le temps réel, ça rentre pas très bien dans une feuille Excel, mais c'est être capable de réagir maintenant, tout de suite, et pas plus tard. Donc à la fois c'est une demande des clients, comme vous l'avez très bien dit, mais c'est aussi une contrainte opérationnelle. Donc nous sommes fournisseurs de briques technologiques, un peu comme des briques de Lego, qui permettent, comme Stéphane l'a dit, finalement d'adapter les solutions en fonction de ses propres besoins. Donc sur ces 2 grands sujets, donc volume et temps réel, la justification du cloud, c'est d'avoir de l'agilité, c'est de pouvoir réagir vite en fonction et de pouvoir évoluer par rapport à ça, que ce soit pour les éditeurs ou pour les clients eux-mêmes. Et j'ajouterais bien sûr aussi, Sébastien l'a mentionné au début, c'est la sécurité, qui est un enjeu absolument clé. Question, je pense qu'elle est pour vous, Sébastien. Comment piloter le process métier hybride en cloud et on-premise? Peut-être pour tous les deux.
Je pense que c'est un peu lié à ce que vous disiez jusqu'avant par rapport au TMS. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont choisir d'avoir le métier, d'avoir des outils sur place, qui vont avoir les données sur place. Mais le processus, si on reste sur un processus par exemple d'alignement pour gérer mes prévisions, ma capacité, c'est avant tout un processus. Donc c'est une organisation, c'est des rituels, c'est des moments où la force de vente va me remonter sa vision des besoins. Et c'est des points de rendez-vous où les équipes de production vont dire voilà ce qu'on sait produire. Donc c'est avant tout un processus. Donc, après qu'il s'appuie sur des remontées de données qui sont en cloud ou on-premise ou les deux, je pense que ça ne change pas radicalement la manière dont on va se piloter. Donc, c'est tout à fait compatible. Après, il faut qu'on soit bien sûr sur la bonne donnée, la bonne utilisation de la donnée. Si le responsable des ventes qui est en Europe de l'Est remonte une donnée dans un data center local et que ce n'est pas une donnée, on a parlé de data lake, unique, partagée, utilisée par l'outil cloud dans lequel je vais faire mes prévisions, c'est là qu'on commence à avoir des soucis. Mais d'ailleurs que la donnée, elle est partagée, elle est unique, elle est vraie, c'est la bonne donnée, c'est la bonne prévision. Je pense qu'on soit en cloud ou on-premise, le processus, il fonctionne. Je pense qu'on est plus sur une question d'architecture. Et donc là, quelque chose à regarder vraiment avec l'architecture de mon système d'information. Mais le processus en lui-même, après, il fonctionne pas de grosse différence. Et si je peux me permettre, peut-être justement l'enjeu aussi, c'est grâce au cloud, c'est d'unifier sans révolutionner forcément, comme vous l'avez dit. Donc ça fait partie aussi de briques qu'on vient de sortir il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, ça s'appelle AWS Supply Chain, donc le nom est assez explicite. Et ça consiste exactement à ça, à créer un data lake de supply chain à côté des ERP existants, et surtout d'aller unifier des ERP qui ne sont pas forcément connectés entre eux, et ensuite d'appliquer de la prédiction, du machine learning, mais ça on pourra en parler un petit peu plus tard. Oui, ça on va en parler. J'aimerais qu'on dise, Adrien, avec vous, un mot sur la sécurité. On a beaucoup parlé, on a parlé en introduction, on parle de plus en plus de données, c'est-à-dire que si on imagine qu'un Colas, par exemple, vous faites pirater, ou que vous trouvez qu'un accès non sollicité dans un de vos data lakes, je pense qu'en termes de livraison, ça risque de poser problème. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut protéger au mieux des données qui sont particulièrement critiques? Quand on parle de route, si pour une raison ou pour une autre, vous prenez 10 mois dans la vue pour un chantier parce que vous êtes fait pirater, on imagine les problèmes que ça peut poser. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on fait en sorte de mieux protéger un patrimoine qui, on l'a dit, va être attaqué un jour. Pas quand, mais enfin, on l'ignore quand, mais on sait qu'on va être... Lucas Gorichon, bonjour. Bonjour Thomas. La première chose qui pour moi est un prérequis, c'est la confiance qu'il faut amener et le partenariat qu'il faut amener avec les gens de la supply chain qui n'ont pas forcément l'habitude de parler, Stéphane le mentionnait un peu tout à l'heure, qui n'ont pas forcément l'habitude de parler avec l'IT. S'il fallait encore le justifier, le cloud est une justification de plus pour que les deux parties se parlent, mais ce n'est qu'une justification de plus, ça n'est pas la première et unique justification. Ça, c'est la première des choses pour que la bonne sécurité se fasse au bon endroit au bon moment. Ensuite, la sécurité, c'est aussi une gestion des risques par les risques, une compréhension des bons risques aux bons endroits. Et effectivement, la supply chain, de manière générale, a des risques, et l'industrie, de manière générale, a des risques qui sont différents des risques IT habituels. On ne met pas les mêmes priorités, on ne les traite pas de la même manière. On a des systèmes qui sont... des systèmes legacy, on a des systèmes qui sont hétérogènes, qu'il faut gérer souvent de manière locale d'un point de vue groupe, souvent de manière locale pour une usine, et c'est pas toujours aisé de le gérer pour l'ensemble des usines en même temps. Donc effectivement, ce sujet de la sécurité doit être pris par le métier, avec le métier et avec la DSI, et pas uniquement la DSI dans son coin ou le métier dans son coin. Comment vous abordez ce sujet, vous, Stéphane, cette question de la cybersécurité? Comment est-ce que vous l'adressez aujourd'hui? Oui, moi je suis tout à fait en ligne. D'abord, chez Colas, on digitalise de plus en plus nos processus. Donc c'est nouveau, parce que jusqu'à maintenant, quand on impliquait le métier, ils nous expliquaient que ce n'était pas grave. Si l'informatique s'arrêtait, on pouvait continuer le business comme avant. Et donc on les a mis en situation à les faire réfléchir en se disant, ben voilà, sur tel et tel processus, telle brique informatique s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Ils ont compris qu'au fur et à mesure, l'impact était important, voire très important, et ça l'est de plus en plus. Donc oui, il faut les impliquer jusqu'au top management. Et on a vraiment un patron qui est mobilisé là-dessus, et on le voit régulièrement, et on travaille avec lui. Et donc ça décline après dans tous ces métiers. Après, sur l'informatique en tant que telle, bon, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas un legacy très fort, donc on est parti tout de suite sur des solutions en cloud.
Ça permet de bénéficier de pas mal de protections, mais notre focus, il est important. Et donc maintenant, quand on travaille sur des designs de solutions, c'est vraiment du security by design. Et à toutes les chaînes, c'est-à-dire que le product owner, il sait très bien que chaque cas d'usage qu'il va décrire, il y a une partie importante qui concerne la sécurité. Ce n'est pas encore bien dans le réflexe de tout le monde, parce que c'est un surcoût, mais il est inévitable, il faut qu'on le prenne dès le début de la conception d'un projet. Donc, dans tous nos projets, l'équipe RSSI est embarquée dès le début, que ce soit pour acheter un SaaS, que ce soit pour acheter un composant sur web ou faire évoluer notre legacy dans notre data center. Il y a, Sébastien, une sensibilité du monde de la logistique sur ces questions de la cybersécurité, au-delà de ce qu'on se dit autour de cette table. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes avec lesquelles vous parlez ont conscience du risque, puisque c'est ça dont il s'agit, du risque qu'elles peuvent encourir en cas d'attaque, en cas de perte de données, par exemple? Côté optimiste, il y a la conscience. Côté pessimiste, elle est insuffisante pour moi. Donc, les faits... Quand on commence comme ça, généralement, c'est qu'il y a une marge de progression. On va le dire comme ça. On a essayé de tirer la sonnette d'alarme via une publication il n'y a pas longtemps qu'on a menée avec France Supply Chain pour que, justement, il y ait cette prise de conscience. Les faits, malheureusement, récents, avec des usines qui ont dû s'arrêter. Alors, c'est pas l'usine directement qui est attaquée. On a eu le cas, je reprends assez souvent, d'une industrie automobile japonaise. C'est le fournisseur de rang 2 qui a été attaqué. L'attaque en supply chain, voilà, bien sûr. Donc, on remonte là, et donc par l'intrusion de tiers, là, j'arrive à cibler le fait que finalement, sur une semaine, il y a une journée où je ne vais pas pouvoir produire. Donc, on atteint 10 à 15% de production impactée. Donc, ce type d'attaque, il y en a eu d'autres plus récemment, plus proches de nous, dans des secteurs de la santé notamment, et même dans des grands noms, on se disait, très sécurisés et travaillant dans la défense. Donc ce type d'attaque fait que les faits sont là. On se dit toujours, c'est mieux si c'est chez les autres, mais la prise de conscience, pour moi, commence à être là. De là à dire, j'ai pris conscience et je commence à me structurer, comme disait Stéphane, à identifier quels sont les risques, à sensibiliser le top management. Je pense que là, il y a encore une marge de progrès. Mais malheureusement, les faits récents montrent bien que les attaques ransomware, par exemple, ne se sont pas freinées. Donc, il y en a de plus en plus et il y en a dans tous les secteurs et pas forcément là où on les attend en général. J'ai une question en ligne. Les top managers bloquent le processus de transformation digitale. Quels sont les arguments justificatifs? Est-ce que je me tourne vers vous, Stéphane, est-ce que vous avez rencontré cette situation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu besoin de convaincre de la nécessité de transformer? Ou est-ce que finalement, vous avez un management qui est déjà sensibilisé à cette question-là et qui comprend tout l'intérêt qu'elle peut tirer de cette évolution? C'est souvent la théorie des petits pas qui en arrive. Quand on a, pour discuter de la logistique, c'est une des initiatives terrain qui ont impulsé cette volonté de mutualiser et de créer des logisticiens. Et comme on produit des outils, en tout cas on leur met à disposition des outils où les citizen dev apparaissent de plus en plus, ils sont capables, dans une région, dans une entité, de préparer un petit bout de processus digitalisé, de mesurer. Et c'est eux qui viennent raconter l'histoire au management. C'est eux qui démontrent que ça apporte de la valeur, parce qu'ils ont testé et ils ont, avec un peu de bureautique avancée, réussi à prouver qu'il y a quelque chose qui est pertinent pour le business. Et nous, on vient dans un deuxième temps pour durcir ça, le rendre scalable, le déployer à tout le monde, mettre de la cyber, ranger les données dans le bon sens. Donc on arrive dans un deuxième temps. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen de fonctionner, parce qu'on n'a pas à demander à un management, à convaincre un management que c'est la digitalisation. C'est le business qui le démontre eux-mêmes. Et ça, ils le sont de plus en plus. Parce que les nouvelles générations qui arrivent, ils s'outillent avec des capacités incroyables et ils avancent très vite. Donc nous, maintenant, notre job, c'est plus de détecter ça, de comprendre là où il y a des bonnes initiatives, de discuter avec eux et de voir comment on peut en faire profiter un grand nombre dans une entité comme Colas. On va revenir un petit moment quand même sur la sécurité, parce que j'avais encore quelques questions à poser à Adrien. Pareil, on l'a dit avec Sébastien en introduction, plus un SI est ouvert, plus il est vulnérable, et donc sujet aux attaques. Comment est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise
fait en sorte de se prémunir? Est-ce qu'on applique un PRA? Est-ce qu'il existe dans ce domaine? Est-ce qu'on a aujourd'hui des gens qui sont sensibilisés sur cette question? Avant de répondre très directement à la question, et ça va faire quand même le lien avec ce qui a été dit avant, toute la partie effectivement de l'implication du métier dans le PRA-PCA est absolument indispensable. Et aujourd'hui, ils ont l'impression, ils se déresponsabilisent, à mon sens, trop. Sur la DSI. Effectivement, on pose la question de qu'est-ce qui se passe si jamais le SI tombe, et la réponse qu'on peut avoir lorsque le métier n'a pas suffisamment compris le sujet du digital et de la sécurité, la réponse triviale peut être c'est le sujet de la DSI, c'est pas mon sujet. Et finalement, c'est leur sujet. Le SI, un peu comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, le SI n'est là que comme un outil pour optimiser la productivité, pour aller vers de meilleures prévisions, pour être plus efficace, pour être plus vert, pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de besoins métiers, mais en aucun cas n'est là pour se substituer au métier lui-même. Et c'est bien le métier qui doit dire dans quelles conditions il peut continuer à être productif sans le SI, avec un SI partiel. Et donc c'est bien le métier qui peut donner les contraintes à la DSI pour que la DSI construise ce dont le métier a besoin. Et donc un enjeu qui est pour moi un enjeu absolument indispensable, tant au niveau du top management que du middle management et des décideurs de la supply chain de manière générale, c'est l'implication et la non-déresponsabilisation de ces personnes vis-à-vis du PRA-PCA. Là, je fais le lien avec la question sur le PRA-PCA directement. Nous, on a effectivement de plus en plus d'exercices avec le métier. Ça n'a pas été facile, mais maintenant que le lien a été créé, on est de plus en plus avec eux à travailler sur leur PRA-PCA, sur la responsabilité qu'ils doivent eux avoir versus la responsabilité que la DSI doit conserver. On est vraiment dans une co-construction. Je reviens sur le partenariat absolument indispensable que j'ai cité au départ. C'est, encore une fois, la condition sine qua non de tout le travail. Ensuite, c'est de la technicité, c'est de l'expertise, c'est de la discussion, mais c'est vraiment la base de travail indispensable qui ne se décrète pas, qui se crée au fur et à mesure par l'exemple, par la co-construction. Même question dans le même domaine. On a énormément parlé de résilience ces 2 dernières années. On en parle un petit peu moins aujourd'hui. Est-ce que le SI industriel aujourd'hui est résilient, et est-ce que le cloud, et là ce sera un bout de question pour Stéphane, est-ce que le cloud favorise cette résilience? Est-ce qu'il est résilient? En tout cas, il doit l'être. Et il faut travailler à lui amener cette résilience. Aller dans le cloud seul ne permet pas d'atteindre une résilience. Par contre, ça peut faire partie effectivement des outils qui à la fois amènent de la productivité et amènent une meilleure réactivité de reconstruction, amènent des dispositions de sécurité différentes. C'est des philosophies qui sont différentes, mais qui doivent être considérées effectivement. En tout cas, la résilience du système industriel, de la supply chain, est absolument une question fondamentale, puisque derrière, c'est la résilience de l'entreprise qui se joue. Stéphane Linger. Ouais. Oui, je vais peut-être être un peu brutal, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de temps réel sur la supply chain, en sécurité, c'est pareil. Et quand on parle de volume en supply chain, en cybersécurité, c'est pareil. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec les sociétés, que ce soit des grands groupes ou des sociétés de taille intermédiaire, le cloud devient la seule réponse par rapport à cette recrudescence des cyberattaques. La bonne nouvelle, c'est qu'on parle de PRA, PCA. Le PRA, ça, pendant très longtemps, était le parent pauvre parce que ça coûtait extrêmement cher pour un risque perçu assez faible. Et donc, c'est toujours un petit peu compliqué de financer la construction ou l'installation d'un second data center juste au cas où. Le gros avantage et la nouveauté finalement avec le cloud, c'est que faire des backups externalisés sans tout reconstruire, mais déjà avoir des sauvegardes au chaud quelque part hors d'atteinte du malware, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, peu coûteux, facile à faire. Donc j'exhorte vraiment toutes les entreprises à le faire dès maintenant. Parce qu'en cas d'attaque malware, ça permet, pour donner quelques chiffres, ça permet de partir de scénarios où on va avoir au minimum 3 semaines d'arrêt de production, et là c'est catastrophique, à revenir à peut-être à quelque chose comme 2 ou 3 jours. C'est pas encore suffisant, ce n'est qu'une première étape. Mais déjà, passer de 3 semaines à 2 jours, on a quand même limité les dégâts. Après, donc là, ça c'est sur l'informatique en général. Sur l'informatique industrielle, il y a toujours il y a un autre élément qui rentre en compte, c'est
tout mettre dans le cloud, ça veut dire qu'il faut que les liens réseau soient absolument parfaits, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et là, on rentre sur un nouveau risque qui est, que se passe-t-il si je perds ma connexion avec le cloud? Est-ce que mon usine, est-ce que mon entrepôt s'arrête? Donc ça, c'est des choses qu'on a travaillées dans différents domaines. Et on a aussi des solutions, ça s'appelle Outpost, ce sont des racks, de l'infrastructure qu'on va installer sur site, qui permet d'avoir cette résilience locale sur un modèle, comme vous le citiez, un modèle qui doit être défini. Donc, quel est le minimum vital pour continuer à fonctionner en cas de coupure réseau pendant quelques heures, et tout en bénéficiant du cloud. Donc, je suis d'accord, ce sont des nouveaux modèles, mais qui permettent finalement d'avoir le meilleur des deux mondes, augmenter sa résilience et en même temps bénéficier de toute la puissance des data lakes, de l'intelligence artificielle et des process. Stéphane Andrieux, vous en êtes là, vous, justement, aujourd'hui, vous êtes au cloud. Qu'est-ce que vous avez choisi, si on peut avoir peut-être un petit détail, plutôt du public, plutôt du privé? Est-ce que vous avez fait finalement du multi-cloud avec quelque chose, avec quelques éléments sur site? Quelle est la configuration que pour laquelle vous avez opté? Il y a 5 ans, on a débuté notre chemin vers le cloud. On a une stratégie maintenant résolument tournée cloud, c'est-à-dire que toutes les nouvelles solutions, on les développe sur le cloud. Et tout le legacy qu'on a pu avoir, on est en train de traiter ces éléments, ces composants techniques pour tout mettre sur le cloud. Aujourd'hui, on est sur un cloud Azure. On n'a pas une stratégie ou peu de IaaS. On fait vraiment soit du SaaS en premier lieu. Et si le SaaS ne convient pas, on fait du PaaS, mais pas de IaaS. Et on travaille à du multi-cloud. Donc aujourd'hui, on est en discussion avec AWS et Google et on regarde les clouds souverains qui sont en train de naître, parce que notre cousin Bouygues Telecom fait partie d'une alliance qui débute. Donc on travaille ça. Et puis aussi, on a travaillé la sauvegarde de données sur une autre... Alors là, c'est vraiment que de la sauvegarde de données, mais on est au moins dans cette étape-là à sauvegarder toutes nos données sur notre cloud. D'accord. Vous êtes quand même très, très avancé. J'aimerais qu'on dise un mot maintenant sur les nouveaux outils, parce que lorsqu'on a commencé à préparer cette émission, j'avais la faiblesse de penser que certaines entreprises étaient très avancées, jumeaux numériques, vraiment tous les outils de l'IA, du machine learning. Bon, on a eu une petite discussion avec Stéphane Andrieux, qui m'a légèrement amené à voir les choses avec une perspective différente. Alors peut-être une première question pour vous, Stéphane Andinger. On sait qu'aujourd'hui, ces outils, mis à part chez votre cousin, par exemple, mais dans les très grandes entreprises, des outils comme l'IA, le machine learning, les jumeaux numériques, on sait que, par exemple, Renault a commencé à travailler sur des projets de jumeaux numériques. On sait que les grands fabricants d'immobilier ont commencé également à travailler dessus, mais on sait qu'aujourd'hui, on est sur des outils qui sont relativement rares. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Est-ce que vous pouvez citer comme ça quelques bénéfices concrets qui vont nous permettre de comprendre aujourd'hui pourquoi des logisticiens ou des utilisateurs de logistique peuvent avoir besoin de ces outils? Tout à fait. Alors, ça démarre, mais ça fleurit dans énormément d'entreprises. Il y a un premier cas d'usage qui est absolument magique, c'est tout ce qui va être maintenance prédictive. Donc là, on est vraiment au début de la supply chain. On l'a fait avec Veolia sur des usines de désalinisation d'eau pour surveiller les membranes. On l'a démontré il n'y a pas longtemps aussi avec Idemia, donc Idemia qui fait vos cartes bancaires. Pour aller faire de la détection sur un défaut d'un robot de fabrication, mais là en temps réel, parce que ça impacte directement la production. On l'a vu avec Steph sur les jumeaux numériques des entrepôts. Donc il y a beaucoup d'initiatives, et ce qui est toujours intéressant, effectivement, pour convaincre la direction générale, c'est qu'on n'est pas en train on n'est pas sur un Big Bang. On est sur des prototypes et alors, ce qu'on aime bien faire, ce qu'on a fait avec Idemia, on est sur quelque chose qu'on a fait, je crois, en 4 à 6 semaines. Pareil sur Veolia. C'est aussi court. Oui, c'est aussi court, et on a une équipe prototyping qui fait ça, mais le prototype, c'est un mauvais terme, puisqu'effectivement, on va faire cette première version, mais le but, c'est qu'au bout des 4 à 6 semaines, il est mis en production. Donc, c'est pas un prototype, juste, c'est pas un proof of concept, c'est vraiment une première étape, et ça aide à aligner les métiers, ça aide à aligner la direction générale en se disant... On n'est pas en train de révolutionner toute l'entreprise. Il y a des quick wins, si je peux me permettre, des petites étapes qui sont faciles et qui ont des gains énormes. Et après, ça permet d'enclencher sur plus de collecte de données, parce que faire de la prédiction, il faut de la donnée, et aller plus loin. Et finalement, moi j'aime bien aussi prendre un peu cette image de dire, vous savez, c'est le collaborateur augmenté.
avec l'IA. Donc on ne va pas prendre des décisions à sa place. Mais tout comme dans la logistique, dans les entrepôts, vous allez avoir des robots, des exosquelettes, des choses comme ça pour les tâches sans valeur ajoutée, ça va être un petit peu la même chose dans le monde numérique. C'est-à-dire que ces modèles d'IA vont aider à démultiplier et à automatiser. Je prends un exemple sur le forecast, on en a parlé. On a des outils justement qui viennent de notre grand cousin, qui sont dédiés à faire du forecast, pour aller faire... Alors eux, ce que fait Amazon.com, c'est sur les 300 millions de références, c'est de faire individuellement du forecast sur chacune des 300 millions de références, avec des modèles justement qui intègrent de la donnée interne, de la donnée externe. Donc c'est cette technologie qu'on met aussi à disposition de l'ensemble des clients pour là encore aider les équipes à affiner les modèles et à vérifier qu'il n'y a pas un trou dans la raquette, qu'il n'y a pas quelque chose qui a été oublié ou qui a mal été vu. Donc voilà, cette idée de collaborateur augmenté via l'IA. Ce sont des choses que vous commencez à voir, Sébastien, aussi, ou que vous évoquez avec vos clients? On l'évoque, mais je pense qu'on n'a pas eu le grand soir encore. On parlait de maintenance prédictive, le grand soir de l'intelligence artificielle qui est mise partout. Moi, j'y crois, mais il y a quand même un travail préalable de fond à faire sur remettre des basiques. C'est-à-dire qu'avant de faire de l'intelligence artificielle sur un processus de gestion de stock, il faut d'abord se remettre les bases de comment je vais gérer mon stock, qu'est-ce que je stocke, du basique min-max, et donc minimum, maximum, des points de recommande. Voilà. Donc déjà remettre ça, et à partir de là, donc former donc les personnes qui gèrent les commandes, les gestionnaires d'approvisionnement, et à partir de là, on va pouvoir compléter, leur donner plus d'outils, de l'intelligence, disant voici des données exogènes, et donc là, on a des systèmes qui permettent effectivement de leur proposer des commandes que eux ils ne pourront pas calculer manuellement. Mais il y a quand même ce travail préalable sur remettre les règles de gestion, de fonctionnement de base, sur l'exemple de gestion de stock, mais sur la maintenance prédictive qu'on évoquait, il faut connaître ces gammes de maintenance. Il faut pouvoir se dire dans tel type de panne, faut recenser les pannes, tel type de panne, quelles sont les actions. Et donc faire ce premier travail, le niveau 0, le niveau 1 de la maintenance, avant d'aller sur de la maintenance 4.0 qui, elle, va intégrer l'IA. Donc on le voit. Pourquoi c'est pas encore le grand soir? Parce que justement, il n'y a pas encore cet aspect-là. Et deuxième élément, je pense que la technologie, on l'a. On a les outils. Maintenant, on commence à parler de d'autres types d'IA qui vont encore plus loin. Donc, je pense que les algorithmes, on en évoquait certains, je pense qu'on va les trouver. Les difficultés que nous, on a sur les projets, typiquement si on veut introduire de la prévision, c'est arriver à mixer cette connaissance fine de la donnée qui m'est spécifique. Donc, si on est sur de la donnée dans le domaine du BTP, il faut bien connaître cette donnée du BTP. Et après, trouver l'algorithme qui va être basé sur tel ou tel algo qui est déjà proposé sur des plateformes, je suis assez confiant sur le fait qu'on y arrive. Mais il faut comprendre cette donnée. Je mets un data scientist chez Colas. Le travail préalable, c'est d'abord comprendre la donnée. À quoi ressemble une donnée de transport chez Colas? À quoi ressemble une donnée d'approvisionnement? À quoi ressemble la donnée du temps réel? C'est quoi le temps réel pour eux? C'est quoi la maille? Donc, il y a tout cet exercice préalable avant de passer à une logique d'intelligence artificielle. Mais ça, pour le coup, j'y crois, parce qu'on voit bien qu'avec le volume, la vitesse qui est nécessaire, on va dépasser ce que le cerveau humain est capable de gérer à la maille de l'heure ou de la journée. Ouais. Comment vous regardez ce sujet-là, vous, Stéphane Andrieux? Alors, moi j'ai deux commentaires. Le premier, c'est effectivement, pour pas mal de cas d'usage, il nous faut beaucoup de données bien rangées et de la donnée qui est de qualité. Et ça, c'est un travail qu'on a commencé il y a longtemps. Ça commence par des écrans qui sont pertinents pour que les gens saisissent correctement la donnée et qui la complètent. Et souvent, il fut un temps où on mettait des points quand il y avait des champs qui nous embêtaient et donc derrière, il faut un qui fonctionne. Donc ça, on travaille et on commence vraiment à avoir maintenant de la qualité de données. On a des gens qui ont des outils sur le terrain en mobilité, donc ils ont des informations de plus en plus précises, des photos, ils font du texte. Donc ça, la qualité, elle commence à remonter du terrain. Après, on les range maintenant. On a un data lake, on a mis du Databricks et on commence à travailler sur des cas d'usage. Mais on n'est pas encore avec assez de volume de données sur des données qui ne sont pas suffisantes en termes de qualité pour faire du prédictif. Ce sur quoi on a réussi à travailler, c'est sur notre cœur de métier. On a scanné des routes et on a entraîné un logiciel pour détecter les problèmes de la route.
Et donc ça, c'est super pertinent parce qu'on met une GoPro sur une voiture, on scanne la route et on est capable d'identifier très rapidement tout un périmètre d'une commune et d'aller voir les donneurs d'ordre en leur donnant une cartographie précise de l'état de leur route. Ça, c'est une valeur super importante pour eux. Et par-dessus, on travaille en disant, on fait de la prédictivité. S'il y a une fissure sur un endroit de la route, soit on la répare tout de suite, il n'y a pas d'urgence, souvent. Soit on la répare trop tard, et là, il faut travailler, détruire toute la couche de roulement et aller voir les fondations de la route. Et ça coûte très cher. Donc, il faut trouver le bon moment pour venir la réparer, pour que ça soit pertinent pour et les usagers et le coût investi sur la route. Et ça, c'est vraiment le sujet sur lequel on travaille, parce que c'est notre cœur de métier, c'est notre savoir-faire. Donc, les outils, aujourd'hui, sont là, les modèles sont disponibles, et nous, on a la connaissance. Et c'est ça sur quoi on travaille, sur quoi on est concentré. Et on n'a pas besoin d'énormément de volume de données, mais plutôt du savoir Colas pour avancer là-dessus. Donc les gens de l'Europe du Nord sont très avancés, en Angleterre, au Canada, en Finlande. Ils sont plutôt sur des contrats de maintenance. Ils viennent voir Colas en disant, voilà, toute la ville de Portsmouth, je vous donne la responsabilité de la maintenance de la ville. Donc nous, on doit vraiment s'outiller pour être pertinent, pour être performant, numériser toute la ville, comprendre là où il y a des problèmes et savoir intervenir au bon moment. Parce que c'est notre contrat et c'est notre investissement qui est en jeu. Et ça va sûrement être probablement des contrats qui vont se généraliser de plus en plus. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Je vais encore 2 questions à poser avec, je vous le demande, des réponses rapides. Une pour vous, Adrien. On a énormément parlé des outils, on a parlé de l'ERP. Dans l'interview avec EasyPeasy, il y avait effectivement la question de l'interface entre les nouveaux outils et les outils existants. Comment est-ce que vous évaluez l'impact du manque d'opérabilité entre les outils déjà déployés et les nouveaux outils qui doivent être déployés aujourd'hui ou demain d'ailleurs? La complexité qui arrive avec ce manque d'opérabilité et aussi l'hétérogénéité du parc. On ne va pas avoir une solution unique pour réussir à une passerelle unique pour réussir à envoyer les données dans le cloud, si je reprends cet exemple-là, ou pour envoyer les données dans un data lake qui va nous permettre de faire des études prédictives, pour reprendre les exemples qui ont été déjà cités. On a une vraie complexité autour de l'hétérogénéité du parc dans le monde industriel quand on a du legacy. Il n'y a pas une réponse unique, surtout d'un point de vue de sécurité, sans parler de la partie technologique. C'est vraiment au cas par cas et avec l'accompagnement du métier, la compréhension de ce que le métier veut faire pour adapter le bon outil au bon besoin. Et donner la bonne priorité. Il n'y a pas de règle miracle, mais on revient au basique. Bon outil, bon besoin, les bons risques au bon moment. Avec ce partenariat, c'est vraiment les basiques qui nous permettent d'améliorer. Aujourd'hui, on a aussi quelque chose qui change. Ça a été un petit peu cité tout à l'heure, avec les générations et la facilité d'accès des technologies par les métiers directement. L'ADSI n'est plus l'endroit unique pour avoir des idées, pour faire du digital et pour faire de l'innovation autour du digital. Clairement, ce partenariat avec les métiers de manière générale doit être amplifié pour identifier les bonnes idées. La DSI doit être vue vraiment comme un centre d'industrialisation de ces bonnes idées, comme a dit tout à l'heure Stéphane. Je suis absolument convaincu dessus, et également sur la partie sécurité. Je vais citer un exemple concret dans une précédente vie. J'ai eu un collaborateur en mode agile qui, entre 2 sprints, était capable, avec quelques, je ne sais plus si c'était une journée, pour développer ce qu'il avait envie de développer. Et il est venu vers moi en me disant, voilà, j'étais chez un fabricant d'automates médicaux, voilà, j'ai développé la biométrie, le MFA et la biométrie, pour cet automate médical. C'était pas du tout partie de la roadmap. C'était quelque chose qui était arrivé en plus. On l'a pas intégré à la roadmap. Par contre, on a utilisé ce qu'il a fait pour améliorer la sécurité du produit sur d'autres aspects. Donc, clairement, le métier a lui aussi un apport fort pour cette interopérabilité, pour combler et faire le lien avec la DSI, faire le lien entre l'entreprise et le digital, qu'il ne faut pas négliger. Une toute dernière question pour vous, Stéphane Hadinger. On sait qu'aujourd'hui, la vidéo, notamment en matière de sécurité, joue un rôle central
pour les entreprises, les entrepôts, même d'une manière logistique générale. Comment est-ce que vous mettez au service des entreprises les données que vous arrivez à collecter à travers de simples flux vidéo? Alors c'est les clients qui collectent, c'est oui, pas nous, c'est pas nous qui collectons les clients collectent les vidéos. Et vous les traitez, bien sûr. Mais oui, et effectivement, ce que citait Stéphane, c'est on a des très très gros cas d'usage sur utiliser de la vidéo, des photos pour faire de la reconnaissance, alors dans tous les domaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, il y a déjà beaucoup de caméras de vidéosurveillance qui sont déjà là. Et c'est une opportunité pour faire, là encore, des projets en quelques semaines, d'aller faire du contrôle qualité, détection d'anomalies, quelles qu'elles soient. On l'avait fait ça aussi au début du Covid, sur de la distanciation sociale. Donc rien qu'avec les flux vidéo, vérifier que les collaborateurs étaient bien à plus d'1,50 m de distance en permanence, ce qui est aussi important pour la sûreté des collaborateurs. Et ça fait partie également des traitements qui en général se font sur site. Donc on a aussi des petits boîtiers, ça s'appelle Panorama chez nous, où on va finalement faire l'appliquer l'intelligence artificielle directement juste derrière la caméra, pour pouvoir ensuite alimenter les data lakes. Parce qu'on ne veut pas non plus être dans une situation où il faut aller remonter tous les flux vidéo dans le cloud. Ce serait économiquement un non-sens. Donc voilà, c'est trouver ce bon équilibre. Mais là encore, je dirais, l'opportunité, c'est de faire des petits pas, c'est de faire des choses, je vais appeler ça des prototypes, mais prototypes mis en production en 4 semaines, en 6 semaines. Et je pense que c'est un autre élément de réponse à la question de tout à l'heure sur qu'est-ce qui freine les directions générales à la digitalisation. Moi, j'ai jamais vu un directeur général qui ne voulait pas digitaliser son entreprise. Par contre, j'ai très souvent vu des directions générales qui étaient terrifiées à l'idée de se dire, je vais faire un projet sur 3 ans qui va coûter je sais pas combien de millions et à la fin, je suis pas sûr d'avoir mon résultat. Donc voilà, l'agilité, les petits pas, je pense que c'est vraiment la conclusion. Et c'est la conclusion de cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour 2 prochains rendez-vous. Le prochain, ce sera le 15 juin sur une émission spéciale sur la digitalisation de la facture. Et le prochain, ce sera le 21 juin, jour de la fête de la musique, sur un sujet au moins aussi amusant, sur la manière dont les entreprises mettent le knowledge management au service de leur transformation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.